Bonjour, mon nom est Guy Jacques et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Au cœur des Appalaches. Depuis plusieurs années, on observe dans notre région, comme partout ailleurs au Québec, une crise du logement qui atteint des sommets, finalement. Les prix augmentent, les logements se font rares et tout ça n'aide pas à réduire les problèmes financiers causés par l'inflation qui sévit également. Pour en discuter, nous recevons aujourd'hui en studio M. Mathieu Fontaine, directeur général de l'Office d'habitation du Sud des Appalaches, avec qui nous allons discuter de cette problématique et également de cet organisme et des divers services offerts. Bonjour, M. Fontaine. Bonjour. Ça va bien aujourd'hui? Très bien, vous-même? Oui, très bien. Pour parler de la crise du logement, selon vos observations, quelle est la réalité du logement dans notre région? Difficile. Il y a... j'apporterai peut-être une seule petite précision parce que vous parlez. On a une crise du logement, mais c'est une crise d'abordabilité du logement. Okay. Du logement, il y en a de disponibles, mais à quel coût? À des prix effarants. Exactement. Dans les dernières années, on avait quand même une panoplie de logements dits abordables, un peu plus. Les logements étaient plus bas si on recule de 5 ans. Okay. Fait qu'on avait une bonne brochette de logements dits abordables. Là, c'est disparu. Il y a eu des travaux de fait dans ces logements-là. Les prix ont augmenté. Les nouvelles constructions amènent un prix à la hausse, exactement. Fait que ça fait en sorte qu'on a une crise d'abordabilité. Les gens réussissent à se trouver des logements, mais est-ce qu'ils paieraient nécessairement ce prix-là normalement? La réponse est non. Ce qui oblige les gens à faire des prouesses, finalement, pour assurer leur logement. Okay. Ils sont obligés de faire des choix dans leur mode de vie, dans leurs habitudes de vie pour être capables de se loger. Okay. On assiste, comme on disait, à une hausse du coût des loyers. Ça semble aussi exister en parallèle avec une diminution de l'offre. Exact. Est-ce que c'est-tu les seuls éléments, finalement, qui occasionnent cette crise d'abordabilité? Pour la région de la MRC des Appalaches, il y a plusieurs facteurs. C'est sûr que l'offre et la demande jouent un rôle important. Je l'expliquais il n'y a pas longtemps, l'abordabilité, il y en avait de plus de disponibles. Là, il y en a moins. Les gens ont rénové les logements, donc ils rehaussent le coût des loyers. Ça a un impact. Mais surtout, dans les 10 dernières années, on est passé d'un taux d'inoccupation de 10 à 0,3 OK, c'est quand même effarant. Fait que sur 100 logements, il y a 10 ans, il y en avait 10 de disponibles. Donc, la pression sur le prix à la hausse n'était pas là parce que la demande ne suivait pas. Les propriétaires, en même temps, ne rénovaient pas parce qu'il y avait des logements vacants. Les propriétaires n'avaient pas l'intention de construire parce qu'il n'y avait pas assez de demandes. Fait que là, on est comme en rattrapage depuis les 5 dernières années, beaucoup plus que dans toutes les autres années. Fait que ce qui s'est produit dans les communautés à travers le Québec dans les 15 dernières années, nous, on l'a fait en 5 ans. Fait que c'est sûr que ça vient jouer sur le prix du logement parce qu'on avait des logements qui étaient très, très bas. Moi, quand je travaillais pour un autre organisme avant, il y a 10 ans, on avait des 3,5 à 350 chauffé, éclairé, meublé. À 350 aujourd'hui, tu n'es même plus capable de te loger, même pas dans une chambre. Fait qu'on n'est plus du tout dans le même marché. Fait qu'il y a plusieurs facteurs. Fait que le facteur de l'offre et de la demande, le facteur qui fait qu'il y a une augmentation des prix, bien, on rénove, on construit, ça augmente le coût initial. OK, c'est vraiment ça, finalement, qui est la cause un peu de la pénurie, de l'augmentation significative des logements, du coût des logements. Oui, puis le fait que la tranche d'abordabilité qu'on avait de logements de 500 à 700 $ avant, bien, les propriétaires ont dit, si je rénove un peu, si je refais la cuisine, si je refais les planchers, je suis capable peut-être de louer 750, 800. Fait que les logements qui étaient dans le 5 à 700 $, qui étaient dans la catégorie dit abordable, bien, elle a disparu tranquillement, pas vite. Mais ces logements-là n'ont pas été remplacés par des logements abordables. Les nouveaux qui se construisent sont à 900, 1000, 1100, les moins chers. Parce qu'on ne peut pas aller en bas de ce coût-là avec le coût de construction d'aujourd'hui. Fait que c'est ça le problème, c'est que l'abordable n'a pas été remplacé. Avec tout cela, est-ce qu'il existe encore des logements abordables sur le marché dans la région? Oui, okay. Mais les gens ne déménagent pas, fait qu'on ne les voit plus. OK, ça se retrouve peut-être plus en secteur plus éloigné des grandes villes, des choses comme ça. C'est sûr que, si on parle, exemple, de la MRC des Appalaches, la ville-centre qui est Thetford, bien, ville-centre égale plus de demandes, généralement, fait que les prix sont un peu plus hauts dans la ville-centre, un peu moins haut ailleurs. Mais comme je dis, souvent, la personne qui a un logement à 500 $, elle va se faire augmenter avec un coût de 5-10 $ par mois à chaque révision, mais son logement est déjà pas cher. Quand elle regarde, elle dit « Ah, je voudrais peut-être un nouveau logement, un logement de meilleure qualité, mieux situé. » Puis elle commence à regarder les prix, ils sont le double de son logement qu'elle a là. Fait qu'elle reste dans son logement, elle renouvelle,
Fait que ce logement-là, présentement, on ne le voit pas sur le marché. Il n'est pas alloué. Mais il y a des gens qui habitent dans des logements qui coûtent encore pas cher. Il y a des 400 des 500 des 550 il en existe encore. Mais vous comprenez que si on met la main dessus, on ne bouge plus. Ouais. À comparativement à un 900 ou un 1000 Fait que oui, il en existe, mais ils ne sont pas sur le marché. OK. Ils sont déjà loués. Est-ce qu'il existe des solutions, au fond, pour résoudre cette crise qu'on traverse actuellement? Il faut l'aborder sur plusieurs angles. Il n'y a pas une solution miracle. Si on écoute le gouvernement, eux autres, ils disent « il faut construire, il faut construire, il faut construire ». Mais en même temps, ce que je viens de vous dire, il y a 2 minutes, c'est quand on construit, il est à 900, 1000, 1100. Fait que ça ne répond pas à 100 de la demande. Il va toujours avoir des gens qui sont prêts à payer 1000 $ par mois pour un logement. Ça va toujours exister. Mais la catégorie de gens qu'eux autres n'ont pas les moyens, eux, il faut qu'ils diminuent leurs critères de logement pour aller habiter dans des places qu'ils n'auraient pas désiré habiter avant. C'est ça le choix qu'ils ont. Le choix, pas de choix qu'ils ont maintenant. Des logements plus petits. Exact. Fait que oui, il faut construire. Après ça, il faut construire sur différents modèles. Des modèles coopératifs, des modèles d'OBNL d'habitation, des modèles comme nous, on a avec le programme au gouvernement qui s'appelle le programme Habitation abordable Québec, où est-ce qu'on construit du logement 100 % abordable. Autant nous, les offices, que le marché privé peut faire affaire avec ce fonds-là. Puis bien sûr, la revalorisation des bâtiments existants. Parce qu'un bâtiment qui existe déjà, la coquille est déjà payée. Fait que c'est sûr que si j'achète un bâtiment qui existe déjà, puis que je décide de le rénover pour en faire des logements, ça va me coûter moins cher que si je construis du neuf. Oui. Fait que ça, c'est une manière aussi de revaloriser nos bâtiments, changer des vocations de bâtiments pour justement se donner un air d'aller. Ce qu'on voit de plus en plus aussi, c'est qu'il y a des communautés qui se mobilisent, des MRC, des municipalités qui décident de mettre un fonds de leur propre budget municipal ou MRC pour acheter un parc immobilier puis le conserver dans un marché non spéculatif. Un marché non spéculatif, c'est combien me coûte l'immeuble, puis je vais louer pour faire mes frais, mais je ne ferai pas de profit. Fait que si mon immeuble exploitation me coûte 100 000 $ par année, puis que j'ai 20 logements, bien, mon prix de 100 000 est divisé par 20 logements, je vais louer ce prix-là pas plus cher. Mon but, ce n'est pas de faire du profit, mais de faire mes frais. Mais ça doit être rare que ça arrive, ça. C'est plus rare, mais là, avec la pression qu'on a sur les loyers, de plus en plus, les communautés veulent se mobiliser. Fait qu'il y a des projets dans différentes communautés. On en a, nous autres aussi, avec certaines municipalités, qui veulent qu'on regarde à acquérir un parc de marché privé. Fait que des immeubles au privé, 2 logements, 4 logements, 6 logements, 8 logements, 12 logements, peu importe, puis de les conserver en dehors du marché spéculatif. Fait que ce marché spéculatif-là fait que la pression de « j'augmente mon logement extrêmement haut » n'est pas là. Puis quand on a une augmentation permise par le tribunal administratif du logement, on n'est pas obligé d'aller chercher le pourcentage le plus élevé. Parce que le but, c'est de faire nos frais. Fait que si nos frais, on les fait avec une augmentation de 2 bien, on n'ira pas chercher le 5,9 qu'on a demandé cette année. Fait que ça a un effet de levier qui permet, oui, au bâtiment de faire ses frais, de s'entretenir avec le temps, mais de laisser de la marge de manœuvre aux locataires qui y habitent. Là, on ne parle pas d'un immeuble avec des subventions aux locataires. On parle d'un immeuble où les gens payent le prix du bail au complet, mais avec un prix de bail plus bas. OK. Fait que ça, c'est des solutions qui existent. OK. Fait que ça passe par ces différentes solutions-là. OK, c'est quand même intéressant, mais sauf que c'est appelé à se développer parce qu'on n'en voit pas beaucoup, en tout cas pas de mon côté, du moins. Exactement. Fait que le marché privé va jouer un rôle, nous, on va jouer un rôle, puis il va y avoir des organismes communautaires, des OBNL d'habitation qui vont aussi jouer un rôle. OK. Au fond, au niveau de l'Office d'habitation du Sud des Appalaches, comment ça a débuté? C'est quoi la petite histoire de cet organisme-là? C'est un organisme né au 1er janvier 2025, l'Office du Sud des Appalaches. Dans le fond, c'est un regroupement de 6 offices d'habitation. Fait que nous, l'Office d'habitation de Thetford, au départ, on est né en 1969. On a fait, bon an, mal an, un bon 50 ans jusqu'en 2019. En 2019, on a fusionné toute la MRC. Okay. Fait qu'on est devenu l'Office d'habitation des Appalaches. Des Appalaches, OK. Et là, 5 ans plus tard, on a eu une opportunité de grossir, de se donner la force de frappe qu'on désire avoir au niveau du logement. Parce qu'en étant des petits offices, c'est plus difficile de faire du développement.
en étant un plus gros office, on va pouvoir avoir des capacités de développement davantage. Fait qu'on a décidé de fusionner les offices de Lotbinière, de la Nouvelle-Beauce, de Beauce-Centre, Beauce-Sartiguan, Etchemin, Granit et des Appalaches. Mon Dieu, ça fait un grand territoire de ce côté-là. Fait qu'on a un territoire de 10 500 km² à gérer, un partenariat avec 54 municipalités différentes, 153 immeubles différents dans toutes ces communautés-là. Fait que oui, on a un gros parc à entretenir, mais oui, on est rendu avec une plus grosse équipe, puis là, on va être capable de faire du développement. Okay. Mais notre courte histoire, c'est ça. Fait que depuis le 1er janvier, on est fusionné avec tous ces grands territoires-là. Okay. Mais avant la fusion, je pense que ça avait débuté avec, peut-être lors du déménagement, je pense, du quartier Saint-Maurice, à l'époque. Là. Exactement. OK. Fait qu'on a eu l'opportunité, quand ils ont déménagé quartier Saint-Maurice, d'acquérir plusieurs bâtiments, justement, dans le quartier Saint-Maurice, qui ont déplacé. Okay. Fait que oui, en 69, ça l'a débuté tranquillement, pas vite. Puis je vous dirais que depuis 1994, le parc était quand même relativement bien bâti. Et là, on a ajouté, comme je vous dis, les autres territoires. Okay. Quelles sont la mission et les objectifs de l'Office? La mission de l'Office, c'est d'offrir un logement de qualité, sécuritaire, à une population qui vit certains moments de vulnérabilité dans leur vie. Fait que souvent, des gens qui ont besoin de dire « Hey, moi, j'ai besoin d'un pas de recul, de mettre un genou à terre, de me reconstruire », bien, c'est à ça que ça sert des offices d'habitation. Ça permet à des gens qui ont des revenus plus faibles d'avoir accès à un logement de qualité, sécuritaire, où est-ce que le stress financier ne sera plus là, puis qu'ils vont être capables de travailler sur des objectifs personnels. De subvenir à leurs autres besoins. Exactement, sans aussi. toujours stresser si je vais être capable de payer mon loyer à la fin du mois. Fait que l'Office, sa mission, c'est ça. Ses objectifs, bien, c'est d'être un acteur incontournable au niveau du logement. Oui, on s'occupe d'une tranche du logement dans la communauté. On ne s'occupe pas de 100 des logements disponibles, mais on veut être un incontournable. On veut être capable de faire du développement futur au niveau du logement abordable, surtout. Puis on veut être capable de développer nos milieux, qui sont nos immeubles, comme étant des milieux de vie. Souvent, un logement, bien, c'est une porte avec un espace. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit plus que ça. On le sait que ces gens qui se réunissent dans ces milieux-là, souvent, ils ont des fragilités. Ils ont vécu des périodes de vie difficiles. Mais si on est capable de former avec ces gens-là un noyau, un sentiment d'appartenance, bien, on va créer plus que juste un endroit où habiter. On va créer un milieu de vie où est-ce qu'il va être bon de se retrouver, puis où est-ce que ça va être porteur pour avancer dans son cheminement personnel. Et que ça va être participatif d'une certaine façon, j'imagine, pour les gens aussi. Exact. Tu sais, les objectifs de vivre ensemble, d'avoir accès aux services, d'être un participant citoyen responsable, ça fait toute partie des enlignements quand on habite dans un office d'habitation. On entend régulièrement parler de ça. OK. Je pense que dans la région quand même immédiate, vous détenez quand même beaucoup d'immeubles de ce côté-là. Quel territoire, au fond? Je pense que c'est Disraeli, même Coleraine, Thetford Mines, évidemment. On rajoute à ça Hadstock, okay. East Broughton, Saint-Jacques-de-Leeds, Coleraine, vous l'avez nommé, Black Lake, Robertsonville okay. et Saint-Jacques-de-Leeds, Saint-Pierre-de-Broughton. Okay. Fait qu'on a vraiment 7 municipalités dans toute la MRC de 19 où est-ce qu'il y a des bâtiments HLM de construits. OK. C'est important pour la communauté, j'imagine, d'avoir ça aussi. Là. Oui, parce que, comme je vous disais tantôt, c'est un outil que la communauté peut utiliser pour les gens qui ont des besoins. Souvent, les gens, on a une image de la personne qui habite en HLM. Bien, on se trompe souvent de l'image qu'on a. Moi, j'entends souvent dire « Ah, mais tu sais, c'est comme des bougons, comme on a vu à la télé. » C'est pas du tout ça. Non, souvent, c'est des gens qui ont eu des moments difficiles dans leur vie puis qui n'avaient pas d'assurance, de possibilités financières, fait qu'ils ont été obligés de faire un pas de recul. Bien, le HLM est un tremplin. Fait que les personnes peuvent justement dire « OK, je vais aller habiter dans un endroit où je vais avoir de l'aide financière pour me loger. » Parce que c'est ça le principe d'un HLM, c'est de payer moins cher son logement. Et après ça, je vais être capable de mettre de l'argent de côté puis me relancer. Okay. Prendre le temps de vraiment actualiser mes projets de vie. Retourner aux études, retourner sur le marché du travail, prendre soin de ma santé mentale. Parce qu'il y en a des gens qui vont développer une problématique en santé mentale rendue à un certain âge et ils perdent tout. J'ai eu des gens qui ont eu des problèmes de gambling. Ils ont tout perdu. Fait que se sont retrouvés en HLM. Mais là, en HLM, ça leur a permis de se recentrer sur eux, peut-être d'aller faire une thérapie,
de recommencer à travailler, de recommencer à payer ses choses, de s'acheter des meubles. Puis là, à un moment donné, il est parti dans un milieu, un appartement privé du marché privé. OK. Fait que ça a été vraiment un tremplin pour lui. Sa chute a été stoppée en arrivant à HLM, puis il a été capable de se relancer positivement. Mais parfois aussi, il y a des gens qui sont plus âgés, qui sont Exact. pas prêts à aller dans une ressource d'hébergement, finalement, et qui... Écoutez, j'ai eu une maison qui a habité dans une de vos réalisations, finalement, du côté d'Israéli. Je m'en souviens très bien. Bien, on en a plein. Tu sais, on a une grosse proportion du parc. Dans la région de Thetford, on a 300 HLM. OK. Puis sur les 300 HLM, j'en ai environ 200 qui est pour les personnes plus âgées. Fait qu'on parle souvent d'un certains immeubles de 60 ans et plus, les choses comme ça. Mais on a beaucoup qui n'ont pas de revenus, qui n'ont pas de fonds de pension, qui vivent avec la pension de vieillesse avec un petit supplément de revenus garanti. Bien, le HLM leur permet d'arriver financièrement, d'être capable de se nourrir convenablement. Il y en a même qui réussissent à conserver leur voiture parce que quand ils arrêtent de travailler et ils tombent juste avec ces petits revenus-là, c'est beaucoup plus difficile. On a beaucoup de femmes dans nos parcs parce que souvent, c'était une femme qui était à la maison, qui n'a pas travaillé. On parle d'une autre époque. Oui, Fait que ces gens-là n'ont pas de revenus du tout, pas de RRQ. Fait qu'ils ont vraiment juste le pension. Fait qu'ils se retrouvent dans un immeuble. Le mari est mort, il y avait une grosse maison ou une petite maison, ils l'ont vendue, ils n'étaient plus capables d'entretenir, mais ils ne sont pas prêts à aller, comme vous dites, dans une RPA ou dans une résidence d'accueil. Bien, l'option du HLM est une très bonne option de transition pour eux autres. Globalement, comment fonctionne votre organisme? Je sais qu'il y a plusieurs ramifications, finalement. Dans le fond, nous, on travaille à gérer un immeuble. Donc, on gère l'immeuble en tant que tel au niveau de ses rénovations, de son entretien à long terme. Il y a une gestion aussi au niveau des listes d'attente et des demandeurs. Fait que je vous dirais qu'on est beaucoup axé sur ces deux axes-là. Fait que j'ai une équipe d'entretien ménager, j'ai une équipe d'entretien de bâtiment qui s'occupe justement d'entretenir le parc puis qui soit convenable de vivre en HLM, même si on a des bâtiments de 50 ans. Ça ne paraît pas du tout. Non. Puis nos bâtiments ne sont pas affichés. Fait que vous avez, pour la plupart, aucune idée où ce que nos bâtiments se trouvent. Fait que c'est ce qu'on veut aussi, c'est qu'on ne veut pas stigmatiser les gens. Puis mon équipe, elle, au niveau de la demande, bien, c'est d'être capable de répondre aux gens qui nous appellent, qui se présentent, qui viennent chercher de l'information, leur faire comprendre c'est quoi un HLM, leur faire comprendre c'est quoi les critères d'admissibilité pour avoir droit à un HLM. Puis après ça, c'est de l'accompagner dans sa demande, puis de le gérer au niveau d'une liste d'attente. Parce que les gens, une fois qu'ils sont admissibles, ils tombent sur une liste d'attente, tout dépendant des secteurs, parce qu'il y a des secteurs que la liste, elle est moins longue que d'autres. Comme je parlais tantôt, Thetford, il y a plus de demandes, donc la liste, elle est plus grosse à Thetford. Si on va dans des régions ou des communautés autour de Thetford, des fois, les listes sont moins grandes. Fait qu'après ça, c'est de gérer l'admissibilité. L'admissibilité dépend toujours de quel est le revenu de la personne, de quelle région elle provient, puis quand est-ce qu'elle a fait sa demande. Fait qu'on peut faire une demande aujourd'hui d'avoir un revenu admissible puis d'avoir le rang numéro 5. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui ne se présentera pas demain, qui gagne encore moins que nous, puis qui est admissible lui aussi, bien, ça se peut que lui, il tombe 4. Oui. Puis que notre rang 5, bien, on descend d'une case. Repoussé, On va finalement. tomber 6e. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que nous, le principe, c'est de donner à la personne qui a le plus de besoins. Encore là, on a des critères particuliers. On a des accompagnements qu'on fait avec la violence conjugale. On a des accompagnements spéciaux qu'on fait pour la santé mentale, l'itinérance, les gens qui ont un sinistre. La maison passe au feu. La maison, il faut qu'ils sortent parce qu'il y a des travaux majeurs à faire dedans. Bien, tous ces gens-là, quand ils font une demande, bien, ils ont des petites cases à cocher qui font qu'ils ont un pointage attribué différent, fait qu'ils vont se retrouver dans le haut de la liste. Parce que c'est des gens qui vivent des situations de très grande vulnérabilité. Parce que la plupart des gens qui sont sur nos listes d'attente habitent en logement. C'est juste qu'ils aimeraient ça transférer vers un logement à loyer modique. Fait que c'est ça la différence. Plus abordable, finalement. Tandis que les gens que je vous parle en violence conjugale, en santé mentale, souvent, c'est de l'instabilité. Ils habitent dans des ressources d'aide. Il faut qu'ils sortent de là, mais ils ne sont pas capables de se payer un logement au niveau privé. Fait que souvent, eux autres, ils ont un accès plus facile. De combien de personnes se compose votre équipe, au fond? Si on prend, mettons... Mais il doit y avoir différentes catégories aussi. Là. Exact. Moi, dans le fond, j'ai une équipe qui s'occupe de la région des Appalaches. On est 22 au total. Fait que j'ai des gens qui travaillent, comme je disais, au niveau de l'administration. J'ai des gens qui travaillent au niveau de la sélection-location. J'ai des gens qui travaillent au niveau de l'immeuble. J'ai un intervenant communautaire qui se promène dans les milieux pour aller supporter les gens avec leur vulnérabilité à l'intérieur de leur logement. Fait que j'ai une équipe de 22. Mon gros office,
le nouveau qu'on vient de fusionner au premier, lui, on est 87 personnes au total, réparties sur tout le territoire que je vous ai parlé. Et quand même pour 153 immeubles, je pense que vous me disiez. Oui. Ce qui est quand même Oh oui, non, c'est... un sacré bon chiffre. Exact. Quel est le rôle du directeur général à travers tout ça? Le chef d'orchestre. OK. Le travail du directeur général, moi, j'ai une équipe de direction qui est avec moi. Fait que j'ai une directrice au niveau des immeubles, j'ai une directrice au niveau clientèle, j'ai une directrice au niveau administratif. Fait que moi, je fais affaire beaucoup avec mes directrices, ces 3 directrices. Fait que moi, je joue le chef d'orchestre au niveau du reste de l'équipe de travail. Je travaille beaucoup avec le conseil d'administration sur la planification stratégique, faire vivre notre mission, faire vivre notre vision. Il y a une partie du travail du DG qui est de travailler au niveau du développement. Fait que je travaille beaucoup avec des communautés, des municipalités qui veulent développer du logement sur leur territoire, à les accompagner dans le montage financier, dans les accompagner sur la création des plans avec les entrepreneurs jusqu'à la phase de réalisation du projet. Fait qu'on est beaucoup dans la planification, l'organisation, exécution. Puis comme je disais, on joue au chef d'orchestre de dire comment on place tout le monde, comment on s'assure que l'organisation est fonctionnelle, elle est fluide, puis qu'on peut avoir un aspect d'amélioration continue. OK. Votre parc immobilier est quand même assez étonnant, je vous dirais. On parlait de 153 immeubles, finalement, mais ça représente combien de logements? On parle de 1145 logements HLM. À ça, on ajoute 400 logements Accès-Logis et 600 PSL. Fait que grosso modo, on gère pas loin de 2200 portes. OK, PSL, on parle de quoi exactement? Programme de supplément au loyer. OK. Dans le fond, le programme HLM a vécu de 69 jusqu'à 1994. En 1994, ils l'ont changé de nom. Ils l'ont appelé Accès-Logis. Pour le commun des mortels, c'est le même type de bâtiment, avec la même aide, le même pourcentage de revenus. Tu payes 25 de tes loyers. C'est la même chose dans les deux. C'est juste le nom qui diffère. Il a juste changé le nom parce que des fois, on change le nom parce qu'on est rendu dans une autre mode. On veut changer la vision qu'on a de ces bâtiments-là. Fait qu'on a changé le nom au niveau du gouvernement, mais c'est des Accès-Logis. Et ils ont ajouté un peu plus tard, dans la fin des années 90, le programme de supplément au loyer. Fait que le programme de supplément au loyer, c'est monsieur, madame, tout le monde qui habite en logement, qui serait admissible pour un logement HLM, mais considérant qu'il y a des listes d'attente pour avoir ce type de logement-là, ils ont dit on pourrait offrir des subventions directement à la personne sans qu'elle aille à déménager. Donc là, le but, c'est de trouver un propriétaire et un locataire admissible que tous les deux veulent continuer à habiter à la même place. Fait que nous, le locataire nous fait une demande HLM. Fait que la première chose qu'on lui demande, c'est est-ce que tu veux quitter ton logement parce qu'il y a une problématique avec ton logement? Souvent, la réponse, c'est non. C'est juste parce que j'arrive pas. Et là, l'étape d'après, c'est on téléphone au propriétaire. On a une locataire qui habite chez vous. Elle a fait une demande pour un HLM. Par contre, on voudrait lui offrir une subvention dans votre logement. Fait que là, on signe une entente avec le propriétaire et avec le locataire, comme de quoi qu'elle va payer juste 25 de ses revenus, puis que l'aide financière va arriver directement au propriétaire pour compléter le coût du bail. Fait que ça fait en sorte que la personne n'a pas à déménager, elle reste dans son logement privé, mais elle a une subvention. Fait que ça, de plus en plus, on va voir le programme PSL prendre de plus en plus de place. Je pense que c'était pas connu vraiment de mon côté. C'est pas beaucoup connu. Tout. De mon côté, ça me disait rien du tout. Exact. Quel type de clientèle on retrouve dans vos logements? On a parlé un peu quand même, un peu, là, oui, mais... on parle de gens qui ont de la vulnérabilité. Fait que de toutes sortes, des gens qui ont eu des malheurs de vie, des accidents, on en a de tout acabit. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a 3 types de demandeurs. On a des personnes seules, qui sont de 18 à 60 ans, qui habitent seules, pas de famille, pas rien, qui eux autres ont de la difficulté à se loger. Fait qu'on a une partie de notre parc qui est faite pour ces personnes-là. On a un parc famille. Fait que pour toutes les familles qui ont besoin, qui sont admissibles au niveau du revenu, qui sont admissibles par rapport au fait qu'ils ont habité dans la région, bien, eux, on a un parc famille vraiment conçu pour eux autres, avec des logements 5,5, 6,5. On a même des jumelés, on a des maisons. Fait qu'on est disponible, on a plusieurs types de bâtiments pour les familles, puis on a du multilogement aussi. Et la plus grosse partie de notre parc, c'est le parc pour aînés. Fait que là, encore là, le nom le dit, c'est vraiment des gens qui sont avancés en âge, on ne mélange pas avec des jeunes, on ne mélange pas avec des familles. Fait qu'il y a vraiment des immeubles dédiés pour les gens plus âgés. Fait que c'est vraiment ces 3 types de population-là qu'on reçoit dans les HLM. Okay, c'est quand même impressionnant tout ça.
Comme on a mentionné un peu, les locataires, je pense, sont impliqués dans le processus de décision, bénéficient d'accompagnement et de soutien communautaire. C'est quoi exactement? Vous m'avez parlé qu'il y avait une intervenante aussi, mais s'il y a d'autres moyens qui sont mis en place pour les aider? Comme je disais tantôt, le but, c'est de créer des milieux de vie. Fait que le but, c'est d'impliquer nos locataires, de faire partie prenante des décisions. Fait que dans les HLM, il y a des associations de locataires. Il y a même un comité consultatif des locataires. Fait que nous, l'Office, on travaille avec ces gens-là qui sont dans ces comités-là par... On a des rénovations à faire. Comment qu'on veut les faire? Comment qu'on devrait impliquer nos locataires? Est-ce qu'on relocalise les gens ou on les laisse dans leur logement, tout dépendant le type de travaux? Bien, ça, c'est des questions qu'on peut avoir avec eux. Il y a toujours un budget qui est dédié pour des activités dans les milieux de vie. Fait qu'on travaille avec les locataires dans ces différents milieux-là pour qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là pour des activités, des parties de Noël, des épluchettes de blé d'Inde, un spectacle de musique. Fait qu'il y a toujours des, si on ne parle pas de gros budget, mais quand même un petit budget qui leur permet de... On va travailler ensemble, tout le monde, à avoir un projet. Fait qu'on les sort de juste leur logement, on les sort de leur isolement, puis on les mélange ensemble justement pour créer ce sentiment-là d'appartenance et d'envie de travailler ensemble. Fait que l'intervenant, lui, il gravite à travers tous ces immeubles-là, puis il participe et il supporte ces communautés-là. Fait qu'il va aller accompagner les associations, il va aller accompagner le comité locatif, il va participer à la mise en place de projets. Il ne le fait pas de A à Z. On le fait ensemble. Fait que lui, il est partie prenante de ces projets-là sans que tout repose sur ses épaules. Fait que le but, c'est vraiment d'outiller les gens dans nos milieux, puis en même temps de travailler sur différents types d'autonomie parce que le monde ne font pas tous le même ménage, les gens ne s'alimentent pas tous de la même façon, les gens ne gèrent pas tous leur même budget. Fait que le but, c'est de leur donner des bases pour bien fonctionner en logement. La limite de un commence où est-ce que la responsabilité de l'autre. Hein? Fait que faut habiter en multilogement pour comprendre la réalité. Il y a des gens, des fois, qui ont habité en maison, des gens qui ont habité juste avec un locataire au-dessus. Là, tu débarques des fois dans un immeuble de 30 locataires. La réalité de l'immeuble n'est pas du tout la même. La dynamique n'est pas la même du tout. Des corridors où est-ce que les gens reçoivent beaucoup de visites. Il y en a qui n'ont jamais eu de visite. Ils sont troublés par l'autre qui reçoit beaucoup de visites, etc., etc. Tout ce qu'on peut retrouver comme micro-société dans nos immeubles. C'est quand même intéressant à ce niveau-là. Bien que la plupart de vos habitations, je pense, soient des HLM, d'autres sont établies, comme on le disait, selon le projet Axologie. On parlait aussi de l'autre... Le programme PSL. OK, du programme PSL. Oui. Quelles sont les différences entre tout ça? Je sais qu'il y en avait un qu'Axologie ressemblait beaucoup à PSL, je crois bien. Ou HLM. Ou HLM, plutôt, oui. Pour le commun des mortels, pour la population générale, il n'y a pas de différence. Okay. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on offre des logements subventionnés. Fait que la personne, automatiquement, va payer 25 de ses revenus. Donc, si elle gagne 1 000 par mois, ça va être 250 qu'elle va donner pour son logement, chauffé, éclairé. Fait que la dépense logement, c'est 25 de ses revenus. Okay. Quand elle habite dans un HLM, quand elle habite dans une Axologie, elle paye 25 Quand on tombe dans la... Là, on parle de logement subventionné. Puis après ça, on tombe dans la branche de logement dit abordable. Le logement abordable, il n'y a aucune subvention. La personne va payer le vrai prix qui est affiché. Par contre, le prix est supposé être plus bas que le marché. Okay. Donc, si on retrouve une moyenne dans notre marché d'un 3,5 à 650, 700 $ par mois, bien nous, il faut qu'on soit à 600 parce qu'on est abordable. Il ne faut pas qu'on dépasse un certain barème. Il ne faut surtout pas qu'on soit équivalent au marché privé parce qu'on a un logement dit abordable. Fait qu'il faut qu'on offre une solution qui est différente. Il faut que ça reste abordable. C'est ça. Fait que nous, on joue beaucoup dans ces deux tranches de type de logement-là. On a beaucoup de logements subventionnés. On est de plus en plus en train de mettre en place du logement abordable. Puis après ça, il y a tout le marché privé. Bien, le marché privé, bien, il y a des logements pas chers qu'on ne voudrait pas habiter dedans. Il y a des logements pas chers qu'on voudrait habiter dedans. Puis il y a des logements très chers qu'il y a beaucoup de luxe. Mais le marché privé se gère, lui, selon ses propres critères. Il va toujours avoir plein de types de clients pour habiter plein de types de logements. C'est juste que là, comme je vous disais, la tranche abordable, c'est elle qui tend à disparaître puis qui rend la chose difficile présentement. OK. Qu'est-ce qui se passe au moment dès le moment où vous recevez une demande, finalement? Oui. Dans le fond, la demande, la personne complète la demande. Notre agente à la location révise la demande. Fait que s'il y a des enjeux sur ce qui a été noté dans la demande, parce que les gens peuvent se présenter au bureau, l'écrire à la main, le faire sur Internet,
nous l'envoyer par courriel. Il y a différentes manières de remplir la demande. Fait que nous, on les révise toujours parce qu'il y a des enjeux dans la demande. Dans la demande, il y a 2 questions très importantes que les gens faut... les mots utilisés dans notre demande, des fois, portent à confusion. Exemple, on a une phrase qui dit « Est-ce que vous êtes capable d'aller au premier étage? » Vous puis moi, le premier étage, c'est le rez-de-chaussée. Mais dans le jargon de la SHQ, le premier étage, c'est un premier étage. Fait que souvent, les gens cochent « Oui, pas de problème, premier étage. C'est ce que je veux, un premier étage. » Mais en réalité, nous, ce qu'on demande, c'est « Es-tu capable de monter au 2e? » Dans le jargon des gens, de la population générale. Fait que là, on rappelle tout le monde dire « Le premier étage, vous aviez compris qu'on montait des marches, là. » Fait que si vous avez une hanche qui ne fonctionne pas, vous êtes en chaise roulante, vous avez de la misère à vous mobiliser, on va effacer ça tout de suite de votre demande pour vous prioriser sur un rez-de-chaussée. Fait que ça, on valide toujours ça. Après ça, il faut qu'ils choisissent les secteurs. Fait que les secteurs, est-ce que je vais l'habiter à Saint-Pierre? Est-ce que je vais l'habiter à Saint-Jacques-de-Lys? Est-ce que je vais l'habiter à East-Broughton? Est-ce que je vais l'habiter à Thetford? Tu sélectionnes le secteur que tu veux. Tu peux sélectionner tous les secteurs. Si toi, pour toi, le but, c'est d'avoir un logement, peu importe ce que tu te retrouves, tu peux sélectionner tous les secteurs. Fait que ça, on rappelle les gens pour leur expliquer que s'ils sélectionnent tous les secteurs, puis qu'on lui offre un logement à Saint-Jacques-de-Lys, puis qu'il décide de le refuser, il va être radié. Pendant 1 an de temps, il ne pourra plus avoir accès à un logement social parce que, dans le fond, sa demande qu'il a remplie, il ne l'a pas acceptée. Fait que c'est pour ça qu'on rappelle les gens, dire là, si tu as marqué Saint-Jacques-de-Lys, Saint-Pierre, East-Broughton, peu importe la communauté, puis qu'on t'en offre un, il faut que tu le prennes. Sinon, tu es radié pendant 1 an. Fait que ça, on s'assure que les gens comprennent cette réalité-là aussi. Une fois que la demande est remplie, on s'assure que les documents qu'il faut qu'ils fournissent nous sont parvenus. Avis de cotisation de l'année antérieure, preuve de résidence, documents du demandeur bien remplis. Puis là, il peut y avoir d'autres documents qu'on vous demande s'il y a une situation particulière. Mais sinon, c'est les documents de base. Une fois qu'ils sont tous complets, la personne tombe sur la liste d'admissibilité. Fait que là, elle reçoit une lettre qui dit « Vous êtes accepté, vous êtes tel rang pour tel logement. » Fait que si elle est elle a accepté d'aller dans toutes les communautés, bien, ça se peut qu'elle soit 4e à Coleraine, 28e à Thetford, 6e à Saint-Pierre-de-Broughton. Fait qu'elle va avoir tous ses rangs pour chacune des places. Puis là, quand on a des places qui se libèrent, nous, on offre au premier l'offre le logement en descendant. Fait que ça se peut que le premier refuse, radier 1 an. Deuxième, radier. Et on descend comme ça jusqu'à temps qu'on donne le logement à quelqu'un. Fait que souvent, ceux qui sont en haut les choisissent, mais des fois, on se rend jusqu'au 15e sur la liste. Parce que la réalité des gens a changé. Et on en radie 14 en même temps. Et on en radie 14. Fait que là, on tombe avec une liste qui est beaucoup moins grosse. Parce que les gens, des fois, ils viennent nous faire une demande pour un HLM. Puis là, dans l'ancien temps, il y avait tellement peu de place puis une grosse liste d'attente qu'ils se disaient « Je vais faire une demande tout de suite parce que je vais en avoir besoin dans 3 ans. » Puis là, nous, on rappelle 2 mois plus tard, vous auriez un logement. Oh. Est-ce que vous le prenez? Ben non, moi, je ne suis pas prêt. Fait que là, on le radie. Fait que souvent, il y a des réalités comme ça. La personne fait une demande, elle a de la misère à se loger. Boum, elle se fait un conjoint dans les 2-3 mois d'attente où est-ce qu'elle est admissible. Quand on la rappelle, non, j'ai déménagé avec mon conjoint, j'ai plus besoin de logement. OK. Fait que la situation change. Exact. Fait que c'est normal qu'il y ait des gens qui soient radiés. Fait que ce qu'on dit aux gens, c'est pas parce que vous avez un rang qui est plus bas de ne pas être patient. Parce que le taux peut venir très vite. Okay, dans la réalité, c'est du demandeur jusqu'à temps qu'on offre le logement, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais les gens doivent avoir tendance à vouloir demeurer dans leur communauté aussi. C'est ce qu'on voit très souvent. Puis c'est pour ça qu'il y a des HLM qui se sont bâtis dans plusieurs municipalités, parce qu'il y a un sentiment d'appartenance à sa communauté. Si on voit dans des régions comme Saint-Jacques-de-Lys, Saint-Pierre, East-Broughton, Hadstock, souvent, c'est des gens de la place qui ont grandi dans cette place-là, qui ont vendu leur maison puis qui ont déménagé dans le HLM. Fait que ça, on le voit. Mais on voit aussi le poids de l'immigration des dernières années arriver, où est-ce qu'on a des demandeurs qui proviennent d'un peu partout du Québec qui veulent venir s'établir dans la communauté des Appalaches. J'allais sur votre site web, évidemment, pour faire mes recherches. Il est quand même très complet, où il retrouve vraiment toutes les informations et même on peut faire une demande à partir du site web. Là. Exact. Votre parc immobilier que vous avez, au fond, il exige des améliorations constantes, j'imagine, au bâtiment, oui. Entretien, rénovation. Comment ça se passe à ce niveau-là? Je vous dirais que depuis 2 ans, le gouvernement du fédéral et du Québec se sont entendus sur un programme de financement majeur pour les HLM du Québec. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de bâtiments qui ont été construits dans les années
69 jusqu'à 94. Donc, on a un parc vieillissant. Par contre, on a des bâtiments qui ont été très bien construits. Là, c'est plus du esthétique, du fonctionnel dans les logements parce que le logement d'époque versus le logement d'aujourd'hui, on ne l'habite plus de la même manière. Donc, les modifications doivent se faire. Depuis 2 ans, on a accès à une enveloppe au Québec de 2,2 milliards pour rénover l'ensemble des 74 000 logements HLM du Québec. Fait que là, on est dans des programmes qu'on appelle le programme de rénovation HLM du Québec, où est-ce qu'on a accès à des subventions pour faire des rénovations majeures dans des immeubles qu'on ne pourrait pas rénover avec un budget d'entretien régulier à chaque année. Où est-ce que là, on a besoin d'investir, exemple, 1 million de dollars? Bien, on fait affaire avec ce programme-là. Fait que la communauté des Appalaches, présentement, on a 5 projets qui devraient être mis en branle dans les 3 prochaines années, qui devraient chiffrer aux alentours de 12 millions de dollars pour la rénovation de ces 5 immeubles-là. Le coût des matériaux a aussi augmenté. Oui. Ça doit avoir un impact de votre côté également. Bien, je viens juste de vous le dire, on a un budget de rénovation récurrent chaque année, mais le budget de rénovation ne nous permet pas de faire des améliorations locatives. Fait que oui, de temps en temps, on peut faire un changement de plancher. Oui, de temps en temps, on peut rénover des panneaux d'armoire. Mais je ne peux pas arracher 12 armoires de cuisine puis les remplacer au complet. C'est sûr que je vais être au-dessus du 150 000. Okay. Donc, j'ai besoin de budget pour être capable de faire ces travaux-là. Fait que oui, mon budget rénovation ne me permet pas de faire l'entretien complet de mon immeuble. Okay. Mais oui, je suis capable de l'entretenir un petit peu, mais pas d'aller jusqu'au fond des choses. Votre organisme a aussi mis sur pied un service d'aide à la recherche de logement, qu'on appelle SARL, au fond, qui couvre tout le territoire de la MRC des Appalaches. D'où est venue cette idée et quel est l'objectif de ce service? Pénurie de logement, difficulté à le trouver. On a vu une réalité changer. On avait le bon vieux journal papier où est-ce que tout le monde affichait son logement là. Les médias sociaux nous ont amené des nouvelles plateformes, des nouvelles manières de circuler l'information au niveau des logements. Et c'est pas tout le monde qui s'y retrouve. Pas du tout. Puis on pense surtout notre clientèle à nous qui a un âge plus avancé, sont moins habiles sur les Facebook de ce monde, les marketplaces, les Kijiji, les logemoi.ca. Fait que le service d'aide, c'est de filtrer toutes ces informations-là et de te ramener la bonne vieille information comme dans le journal. Voici les logements disponibles, voici les numéros de téléphone. Fait que le service d'aide à la recherche de logement est un entremetteur entre le chercheur de logement et le propriétaire qui offre des logements. Nous, on fait des blind dates. Fait que dans le fond, on va te dire, on ne loue pas le logement propriétaire à l'offrir à quelqu'un d'autre. On présente le locateur aux futurs locataires, puis on leur dit, faites affaire ensemble. Selon les critères qu'on a ramassés de chacun de votre côté, je pense qu'il y a possibilité d'une entente. Fait que nous, on travaille avec les demandeurs de logement. Et là, je viens qu'à préciser que c'est pour toute la population. Fait qu'on n'offre pas juste des logements au niveau du SAL. On ne fait pas de la recherche de logement juste pour ceux qui ont de faibles revenus. On peut avoir un revenu de 100 000 $ puis chercher un logement X avec tel critère. On va t'aider à le trouver. Tout ce qui se loue, on peut t'aider à le trouver. Un chalet dans le bois, un camp de chasse, un conteneur, un loyer, n'importe quoi, pourvu que ça se loue. On n'est pas pour que tu deviennes propriétaire, mais on va t'aider à faire des démarches pour trouver ce que tu veux. Puis en contrepartie, bien, on développe un bassin de propriétaires partenaires qui, au lieu de l'afficher, nous le propose pour qu'on l'offre à notre liste. OK, fait que ça devient intéressant. Ouais. Exactement. Fait que là, le service, ça fait 4 ans qu'il est en place. Fait qu'on commence à être un peu plus efficace au niveau de cette réalité-là. Mais le but, c'est vraiment de travailler à faire de l'entremettage. Quels seraient les principaux conseils que vous pourriez donner aux gens qui recherchent actuellement un logement? De valider leur budget. Parce que souvent, quand on veut changer de logement, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on veut changer de logement. Mais on voyait souvent avant des gens qui changeaient de logement parce qu'il y avait une hausse de loyer de 5-10 $ par mois. Fait que souvent, ces gens-là, quand ils nous appellent, on dit « Attendez un petit peu. Là. 5-10 $ par mois, si vous regardez le prix des marchés, vous allez payer peut-être 150 de plus par mois pour le même type de logement. Fait qu'on a beaucoup d'éducation à faire à ce niveau-là. Fait qu'au niveau financier. 2, c'est quoi tes besoins? Pas mes rêves, mes besoins. Il y en a qui me disent, moi, ça me prend absolument une porte patio. Mais si tu as vraiment besoin d'une porte patio ou ce que tu veux, c'est de la fenestration puis de la lumière qui rentre. Fait que ce qu'on fait beaucoup au niveau de la recherche de logement, on a une belle grille où est-ce qu'on pose énormément de questions aux gens qui viennent chercher le service
pour justement être capable de bien cibler le besoin. Fait qu'après ça, on part avec ces critères-là. Puis quand nous, on fait les recherches sur l'Internet, bien, on est capable après ça de sortir les différents types de logements admissibles et de référer cette liste-là aux gens qui sont sur un groupe. Fait que nous, dans le fond, on fait des recherches de liste 3 fois par semaine qu'on envoie sur le site où est-ce que tout est mâché. 3,5, chauffé éclairé, accepte les animaux, fumeur, voici le propriétaire, numéro du propriétaire. Okay. Fait que la personne, elle a juste à appeler. Pour elle, ça revient comme dans le journal avant où est-ce qu'elle avait toutes ces informations. Carrément, oui. Fait que le but, nous, c'est de faciliter aux chercheurs de logement la job. Est-ce qu'il existe des défis présentement du côté de votre organisme? Oui. On parle toujours de défis financiers. Veut pas, on est subventionné par le gouvernement, mais on le voit depuis 1 an, beaucoup plus. Le gouvernement commence à manquer de fonds. On parle de récession potentielle qui s'en vient. Nous, récession égale gens qui ont plus de difficultés à payer leurs choses. Ça va être une demande qui va exploser probablement chez nous. On a des difficultés avec le personnel. Tout le monde, on est en pénurie de personnel. Nous, on a plusieurs postes comblés avec des très bonnes personnes, mais il y a différents postes qui sont plus difficiles des fois à combler. Fait qu'il y a des réalités au niveau du personnel des fois qui sont un peu plus difficiles. Puis je vous dirais, le loyer, le marché du loyer actuel est très difficile parce que l'abordabilité n'est pas là. Fait que c'est plus difficile d'offrir des services. Quand même, pour nous, c'est difficile de trouver des logements admissibles. Oui, effectivement. Fait que c'est ça. L'augmentation de la demande, c'est une augmentation de liste d'attente. Une augmentation de liste d'attente, bien, c'est une augmentation de problématiques inhérentes. Fait que tout ça vient à jouer en ligne de compte. Est-ce que l'Office d'habitation a d'autres projets prochainement? Ou... Oui, on a différents projets. Des projets dans notre grand office, dans plusieurs territoires. Lobinière, la Beauce, les Appalaches, on a des projets. Nouvelle-Beauce est en début de quelque chose, le Granit aussi. Mais si je parle plus précisément pour la MRC des Appalaches, on a différents projets dans la totalité de la MRC. Fait qu'on n'a pas une ville en particulier qui tire son épingle du jeu. On a plein de communautés qui veulent développer du logement. C'est juste de trouver le bon outil pour leur communauté. Par quel moyen peut-on contacter l'Office d'habitation? Téléphone, 418-338-3556. Par courriel, info@ohsudappalaches.ca. On a se présenter sur place. Notre bureau est au 615 rue Montfett, Thetford Mines. Sinon, je vous dirais, on est présent dans différents comités, dans différents salons d'organismes. On est présent dans la communauté. Fait qu'il y a plusieurs manières de nous rejoindre. Si vous allez au CLSC, ils vont vous référer vers nous. Si vous allez vers un organisme communautaire, ils vont vous référer vers nous. Fait qu'il y a plusieurs moyens de nous rejoindre. Bien, merci beaucoup, M. Fontaine, de votre participation à l'émission. Ça a été très agréable de découvrir l'Office d'habitation au fond et ses différents services. Merci.